Comet vous présente la deuxième partie dans Tradition et science. Pierre-Luc Lermite va nous parler un petit peu plus sur pourquoi avons-nous besoin de pouvoir créer une identité de la profession de l'ostéopathie. Comment se forme l'identité dans les autres professions de santé? Alors, ça dépend. Par exemple, la médecine conventionnelle, c'est ce que j'avais écrit dans mon livre sur la médicalité, elle n'éprouve pas le besoin de se poser des questions identitaires. Elle est socialement considérée comme l'élément orthodoxe. Donc, il n'y a pas de querelle identitaire dans la médecine, parce que si on pense à médecin, sociologiquement, tout le monde imagine le stéthoscope, la blouse blanche, les médicaments, l'hôpital. Et c'est un des problèmes juridiques, d'ailleurs, qui a motivé mon livre sur la médicalité. C'est-à-dire que la médecine étant monopolistiquement installée, elle n'a pas éprouvé le besoin de se définir. Sauf que les autres professions sont définies par rapport à cette chose-là qui n'a pas éprouvé le besoin de se définir, et c'est là où ça a commencé à poser des problèmes. Parce que définir quelque chose par rapport à un flou, ça pose des difficultés théoriques d'application. Quel type d'identité s'applique aux professions de santé? Si tu dis Et je prends l'identité selon des philosophes positivistes comme Quine, par exemple, bah, ce sera hyper radical. Tu prends des définitions comme Paul Ricoeur, ce sera plus inclusif. Donc après, c'est en fonction du choix méthodologique qu'on opère. Il y a certains qui vont considérer, par exemple, comme Stéphane Ferré, qui est un de nos contemporains, qui est vivant. Les autres sont morts, hein, on va pas se mentir souvent. Et il va dire, bah, l'identité, c'est l'identité sortale, par exemple. C'est-à-dire, on met une espèce d'étiquette qui permet de subsumer des choses qui se ressemblent fortement et qui font un bloc homogène qui permet d'assurer sa stabilité temporelle, en fait. Tu vois? Donc, on n'est pas obligé d'être absolument tous pareils dedans, mais ce qui fait que dans le temps, il y a une entité à peu près stable qui va pouvoir dialoguer avec des institutions, qui va pouvoir caractériser un métier, par exemple. C'est le cas pour les ostéopathes. Et ça permet quand même d'en donner des propriétés générales. comment émerge le besoin d'identité? Comme je te disais, sur la médecine conventionnelle, il y a très peu de questions d'identité. Souvent, quand la question d'identité vient, c'est qu'il y a une incertitude. Je prends l'exemple de Judith Butler sur l'identité de genre. L'identité de genre a émergé parce que précisément, il y avait une difficulté sociétale de confrontation aux théories du genre qui était absente globalement du paysage académique et des discussions du grand public, quoi. Donc souvent, quand les questions d'identité viennent, c'est qu'il y a un problème. Quel rôle joue le fait qu'on voit une forme d'institutionnalisation par l'académisation et l'intégration de la profession dans la santé publique? Probablement, il y avait une pratique qui était un tout petit peu à la marge et que maintenant, ben, l'étape numéro 2, hein, ça je l'avais expliqué aussi dans ma thèse, il y a des théories de l'institution. Quand une profession commence à s'institutionnaliser, ben, elle se confronte en fait à un certain nombre d'éléments de cahier des charges qu'elle doit remplir. Et c'est à ce moment-là, du coup, il faut faire du tri entre ce qui est socialement acceptable et ce qui est socialement inacceptable. J'ai vu dans ton email que tu posais la question de la pseudoscience. Qu'est-ce qui fait que, ben, en philosophie des sciences, hein, c'est un peu le sujet de ma thèse maintenant de philosophie des sciences, la démarcation entre de la non-science, de la science, de la pratique inacceptable de la science et de la pseudoscience, qui sont globalement les quatre grosses catégorisations qu'on utilise, bah, les philosophes sont bien embêtés, mais par contre, ils sont embêtés à un niveau de justification très élevé. Donc, ça permet d'être embêté académiquement acceptablement. Par contre, on va dire vulgairement, dans le langage populaire des ostéopathes, on va dire ça comme ça, en fait, dans le langage non érudit des ostéopathes sur ces sujets en tout cas, bah, eux, ils vont avoir l'impression que du coup, on va leur demander de d'élaguer un certain nombre de choses qui constituent leur socle de définition. Donc là, ils sont plus d'accord parce qu'ils vont se dire, et je l'ai déjà entendu, je peux pas le prouver, mais je l'ai entendu. Oui, mais ça, c'est de la massokinésithérapie. Oui, on me demande de faire ça, mais ça n'est plus de l'ostéopathie. Par contre, quand je les ai en cours après, et que je leur demande qu'est-ce que c'est que l'ostéopathie, et qu'on essaye de faire des définitions, et qu'après on les teste, philosophiquement, historiquement, scientifiquement, on se rend compte que du coup, ils ne sont pas capables de définir l'ostéopathie. Donc en fait, c'est un sentiment d'appartenance qui est un sentiment, comment dire, pas fictif, mais qui est un petit peu informe, qui est protéiforme en fait. Et du coup, bah, peut-être, c'est intéressant de se dire qu'il n'y a peut-être pas une définition absolument formalisée, mais qui en tout cas, c'est pour ça que j'aime bien l'idée de garde-fou. C'est-à-dire que on est autorisé à dire un certain nombre de choses pour des raisons historiques, mais avec des garde-fous. On peut pas dire les os du crâne, ça bouge, par exemple. Ça, c'est pas possible. On peut dire peut-être j'ai l'impression qu'il se passe un truc dans mes doigts, ça c'est pas interdit. Mais sinon, on véhicule une mauvaise idée, on sait que ça peut créer des problématiques a posteriori. Bon, donc, l'idée, c'est voilà, c'est d'être enveloppant pour ne pas être dans l'opposition en disant, bah, OK, nous entendons maintenant. Il y a aussi des choses sociétalement, il va falloir en discuter. Voilà.